Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017, oui. Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle. J'accepte d'assumer cette mission de conquête pour la France. Devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Ce combat, j'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. La conquête de l'Élysée. Une guerre de l'ombre entre candidats à la présidentielle. Une guerre où tous les coups sont permis. Les trahisons comme les rumeurs les plus viles. Les pièges sont constants. Les calculs stratégiques omniprésents. Je suis attaqué matin, midi et soir. Certains voudraient que l'on me tire vers le bas. Et je ne veux pas. Comme beaucoup de gens n'ont plus rien à proposer au pays, ils sont surtout occupés à m'attaquer. Tout sera utilisé contre moi. Les manipulations, les diffamations, les injures. Quels sont les secrets d'une bataille présidentielle? Il s'appelle François Hollande, Ségolène Royal, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy. Françaises, mes amis, j'ai besoin de vous. Ils ont tous dû traverser l'enfer pour espérer conquérir l'Élysée. Bonjour. Ça, c'est plus simple. Sinon... Franck Louvrier est un ami de 30 ans de Nicolas Sarkozy. Un fidèle parmi les fidèles. Pendant la campagne de 2007, il était là. Celle de 2012, encore là. Et à cette époque, il occupe un poste stratégique dans une campagne présidentielle, responsable de la communication. J'ai travaillé avec lui pendant 15 ans, donc de ce fait-là, on a connu à la fois la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Il l'a accompagné partout en France et l'a soutenu dès que la campagne s'est durcie. Ce jeudi 1er mars 2012, Nicolas Sarkozy, président sortant et candidat à nouveau, repart sur le terrain. Il est attendu dans une exploitation agricole. Les journalistes sont présents pour immortaliser cette belle campagne de proximité. C'est la production. Ça fera plaisir à Carla. Carla, elle boit un peu de vin. L'image d'un Sarkozy proche du peuple se dessine, mais le président candidat va vite déchanter. Les agriculteurs ne sont pas là pour servir la soupe du candidat. C'est quand même des chiffres. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes heureux, ça ne veut pas dire que vous ne bossez pas beaucoup. Tout ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est des heures, il y en a. Là, je suis obligé de croire. On n'est pas aux 35 heures. Hein. Moi non plus. Ouais, mais on n'a pas le même salaire. Voilà, nous on n'a rien. On vivote. Franchement, moi je ne suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. OK. Oui, mais vous avez autre chose en banque peut-être. Hein. Chacun son truc. Hein. Mais oui. Non, mais... Donc on discute tranquille. Hein. Manque de chance pour Nicolas Sarkozy. Cette séquence va tourner en boucle. Car pour la première fois, les chaînes info retransmettent en direct les déplacements des candidats. Chaque minute d'une journée d'un candidat est devenue un moment important. Il pouvait se passer des choses à n'importe quelle heure du jour et parfois même de la nuit. Et donc les candidats ont dû commencer à se préparer psychologiquement et physiquement pour être attentifs à chaque instant à ce qui pouvait se passer. Pour Nicolas Sarkozy, le spectacle de désamour ne fait que commencer. Quelques heures plus tard, il va devoir affronter les déçus de son quinquennat, les réfractaires à ses réformes. Et ce n'était pas du tout prévu. Dans le centre-ville de Bayonne, dès sa sortie de voiture, Nicolas Sarkozy a droit à un comité d'accueil. On s'est déplacé dans un endroit qui n'était pas prévu.
dans laquelle il y avait des manifestations, s'est retrouvé bloqué, en fin de compte, dans l'endroit où on était. Et là, on se rend compte que la situation, très vite, est en train de dégénérer, qu'on n'a pas forcément anticipé l'ampleur de l'hostilité à laquelle il allait être exposé. Le service de sécurité se rend compte qu'on est dans une situation qui est en train de devenir très compliquée. Et à ce moment-là, on rentre Nicolas Sarkozy, on le met à l'abri dans un café, on l'enferme en quelque sorte, avec quelques journalistes. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Parce que vous avez eu chaud. Ça fait partie des erreurs. C'est pour ça que sur un déplacement, que vous soyez président ou que vous soyez en campagne, il faut toujours une préparation en amont pour voir ce qu'il en est, dans quelle situation vous êtes. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Il essaye de présenter la meilleure figure possible, mais c'est quand même une situation délicate, tendue. Et ça va être un vrai basculement dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, parce qu'à partir de ce moment-là, il se rend compte qu'il ne pourra pas faire la campagne qu'il avait envie de faire. Cette violence-là l'a conduit ensuite à aller beaucoup moins à la rencontre des gens, à s'enfermer beaucoup plus dans les meetings. Et ça, c'est toujours un vrai sujet, c'est-à-dire que ça change la tonalité de la campagne. Quand vous allez chercher dans les meetings l'énergie, le soutien de ceux qui sont déjà d'accord avec vous. Si en 2012, Nicolas Sarkozy ne peut plus mener une campagne proche des gens, mais là, je vous assure, je vais tout avouer avec le projecteur dans la figure. Je vais tout avouer. En 2017, Marine Le Pen, elle, va au contact sans filet des Français, comme ici au Salon de l'Agriculture. Un passage obligé, mais c'est un piège permanent, car il faut avoir tout le temps la bonne réaction. De même. D'ailleurs, nous sommes en Ténois. Mon grand-père était maire en Guadeloupe, il fait de la Guadeloupe. Ah, très bien. Parfait. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça marche pas. Voilà, ça marche. Quand vous faites 5 heures un salon, quand vous faites une journée entière au centre de l'agriculture, vous ressortez absolument essoré. Parce que tout ce que vous dites est enregistré, écouté, scruté, donc vous devez avoir une maîtrise de vous-même totale. Et puis surtout, chacun attend un échange avec la candidate. Le canard, on va indemniser correctement. La candidate doit être la même, elle doit être dans le même état de concentration avec chaque personne, chacun étant individuel. Ça nécessite une belle maîtrise de soi. Tout le monde veut faire un selfie avec vous. Alors une fois, 2 fois, c'est sympathique, mais il faut de l'endurance, il faut de la résistance parce que c'est 500 fois dans la journée. T'as meilleure mine que nous. Ça va vers là. Ouais, tu l'as convaincu. Merci à vous. Kenavo. C'était quasiment un soir sur 2 dehors. Je vous rappelle quand même qu'en France, il y a 100 départements, plus la partie ultramarine. Quand vous voulez rencontrer tous les Français, il est préférable de faire les 100 départements. Donc voilà, vous faites une division, c'est assez simple. Il vous faut pas mal de temps pour faire au moins un département. Et parfois, dans les départements, il y en a certains qui aimeraient bien vous voir 2 fois, parce que la France, à l'échelle du monde, est un petit pays. Mais lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, je peux vous assurer que c'est épuisant. Tous ceux qui ont suivi les candidats décrivent ce rythme effréné. Gaëlle Tchakaloff, écrivaine, a accompagné Marine Le Pen et surtout Emmanuel Macron lors de la dernière campagne. Quand on fait un livre sur lui, il faut vivre en même temps que lui. Donc il faut se coucher à 2 h du matin et il faut accepter de recevoir des SMS ou des messages Telegram à 4 h pour se lever. On ressort un petit peu fatigué, on se demande comment il fait pour tenir. Je pense qu'il doit avoir la chance de pouvoir dormir très peu. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui dort très peu. Alors, il n'envoie pas des SMS à n'importe quelle heure de la nuit. Il envoie des SMS jusqu'à une heure avancée de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va quand même dormir.
Et puis ensuite, il continue, il recommence les SMS ou les messages lorsqu'il se réveille. Donc il y a quelques heures qui passent entre les deux. Donc si on est habitué à vivre vers 3h, 4h du matin, globalement, on est assez tranquille dans ces eaux-là. Le reste du temps, c'est plus difficile. La campagne devient une épreuve physique. Il faut que le corps du candidat ne lâche pas. J'ai apporté une écharpe aussi pour Emmanuel. Si tu vas c'est ma première campagne politique et je trouve ça très éprouvant. Il y avait Brigitte Macron à côté de lui. Elle veillait beaucoup à son rythme de sommeil, au fait qu'il se couche tôt, qu'il ne parle pas trop après les meetings qui se terminaient à 18h, 20h. Elle avait un rôle là-dedans, oui, clairement. Elle était un peu le principe d'économie, justement. C'est-à-dire qu'elle savait quand il fallait qu'il s'arrête, quand il fallait qu'il prenne un temps de repos, quand il fallait qu'il s'économise. Elle était, de ce point de vue, le baromètre. C'est-à-dire que lui, il donnait tout ce qu'il avait, et elle était capable de savoir quand il fallait peut-être ralentir un peu, ou voilà. Donc, et il l'écoutait. En 2017, l'équipe d'Emmanuel Macron s'inquiète aussi pour son organe le plus précieux en campagne, sa voix. Pour préparer son premier grand meeting officiel à Paris, il fait appel à un coach vocal. Je lui dis, faites attention, c'est un exercice qui est difficile. Il faut se préparer, il faut se dire qu'il va y avoir une émotion énorme, qui est passionnante, qui est très excitante, mais ce n'est pas rien. Bonjour à toutes et tous. Ça s'est pas mal passé, surtout pour le début. J'étais assez satisfait, bon, voilà. Et puis petit à petit, l'atmosphère aidant ou n'aidant pas, Pour ce, mes amis, il a commencé à s'exciter, à être en passion, n'est-ce pas? Bravo, bravo. ce soir, vous les avez rassurés. Oui, et il claque la voix. Rassuré. Là, ça y est, il a la voix lâchée, là. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Là, c'est... Là, c'est... Vive la France! Là, c'est la débandade, là. C'est la débandade vocale. Là, heureusement qu'on a travaillé ensemble. Là. Ben oui. Il n'y a que ça à mettre derrière. Hein, bon. Il m'a téléphoné à minuit 12 en me disant est-ce que j'ai tenu compte de vos conseils. Pas du tout. Ah. J'ai dit, si vous continuez à parler comme ça, monsieur, dans 8 jours, vous allez parler comme ça. Vous allez avoir une voix évidemment voilée, une voix fatiguée, exactement comme ça, là. Et dans un mois, ou peut-être moins, j'étais au téléphone, tout le monde, vous allez parler comme cela. Et il a cru qu'on était coupé. J'ai dit, non, on n'est pas coupé, je parle comme vous allez parler dans un mois. C'est-à-dire plus du tout. Pour éviter l'accident vocal, Emmanuel Macron a suivi plus d'une dizaine de séances avec M. Lafont. Les risques d'une campagne, ce sont aussi les dérapages du candidat, les improvisations ratées. Chaque équipe de campagne redoute ses faux pas. En 2007, Ségolène Royal, en voyage en Chine, est loin d'imaginer que lors de ce séjour, Vous attendez depuis longtemps, donc quand même, je suis... une erreur de langage lui coûterait cher. En plus, en bravant le vent et le froid, voilà, c'est l'accès à la bravitude. Ce mot bravitude, inventé pour l'occasion, est immédiatement utilisé par ses concurrents. Nous attendions autre chose de son voyage en Chine. Pour nous, c'est vraiment un voyage pour rien, où bravitude rime avec platitude, et où nous aurions aimé pourtant que ce ne soit pas une occasion manquée. L'adversaire avait décidé de la faire passer pour une sainte nitouche, pour Bécassine.
Et donc, il fallait trouver des gaffes de bécassines et on les montait en épingle en disant, vous voyez, c'est bécassine. Concrètement, on n'est pas prêt aux attaques, à la réactivité qu'on doit avoir dans une campagne. Et moi, je sous-estime, je le reconnais aujourd'hui, je sous-estime l'ampleur que peut prendre Bravitude. Moi, ça me fait sourire, je trouve ça plutôt pas mal. L'affaire prend de l'ampleur et nous servira de leçon pour la suite. De retour en France, 3 semaines plus tard, elle enchaîne les sorties et les bourdes. Elle va ainsi croire de bonne foi à un canular téléphonique pendant de longues heures. J'avais au téléphone le Premier ministre du Québec. Alors, c'est vrai en plus, qu'il voyait dans quelques minutes, mais comme dans quelques minutes, le Premier ministre du Canada. Ils allaient parler de moi. Il m'a chargé de vous dire bonjour. En réalité, Ségolène Royal s'est fait piéger. Au téléphone avec elle, Gérald Dahan, un humoriste qui se fait passer pour le Premier ministre québécois et la provoque au sujet de l'indépendance de la Corse. C'est comme si nous, on venait de l'autre côté puis qu'on disait ben, la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Oui. C'était pour les gens. Les Français ne seraient pas contre, d'ailleurs. Peut-être bien, c'est sûr. Mais en tout cas... Ne répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup-là en France. C'est donc une pierre qui s'ajoute à une autre et une troisième et donc se construit dans la presse et à partir de là aussi dans l'opinion publique, l'idée des gaffes, l'idée de la préparation. Voilà, donc c'est... Et là, il y a un manque de professionnalisme de notre part, parce qu'on n'a pas été assez vigilants sur les portables, sur qui appelait pas, voilà. Bon. Quand on n'a pas beaucoup de revenus, on est tout le temps à découvert. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà commis une erreur de chiffres face à Jean-Jacques Bourdin. On parle d'indépendance nationale. Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins? On en a combien, tiens? Mais je vous ferai la même réponse. Ségolène Royal, on a combien de sous-marins Je vous ferai la même nucléaires réponse. lanceurs d'engins aujourd'hui? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. 7. Oui. Bon. Elle se trompe sur le nombre. 5, 7. Bon. Franchement, je veux dire, aujourd'hui, j'aimerais bien faire poser des questions sur les sous-marins nucléaires d'attaque à tous les gens que je vois défiler sur vos antennes là. Là-dessus, on a pu redresser la barre parce qu'il y a eu une autre question qui a été posée, parce qu'on a quand même... C'était Bourdin, je crois. On avait demandé à Bourdin de reposer d'autres questions à Nicolas Sarkozy. Il s'est planté de la même manière. Nicolas Sarkozy, vous savez que nous avons une tradition à RMC. Nous adorons les sous-marins. Non, vous avez entendu parler des sous-marins. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque? 5. Ah, nucléaire d'attaque, 5. Bon, écoutez, on peut débattre sur la contrepartie, sur la spécialisation. Là, je vous le dis. Honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, oui, c'est important la de savoir question ça. est un peu spécieuse. De savoir ça ou pas? Mais bien sûr que c'est important, c'est capital. Pour Ségolène Royal, l'effet sera dévastateur. Elle a été prise en défaut sur sa compétence et sa crédibilité. D'autres attaques, plus sournoises, ciblent l'intimité même des candidats. En ce mois de mai 2016, l'équipe numérique d'Emmanuel Macron repère une rumeur de plus en plus persistante. Leur logiciel de veille sur Twitter s'affole et envoie une alerte. Le nom Macron est de plus en plus associé au mot gay ou homosexuel. D'abord sur les réseaux sociaux, la rumeur sort au grand jour dans les dîners. Donc j'étais déjà à Tour-Montparnasse, donc mon bureau était collé à la paroi du bureau d'Emmanuel Macron. Donc les gens qui entraient et venaient dans son bureau passaient juste à côté du mien. Je me retrouve dans un dîner parisien et quelqu'un, dans ce dîner parisien tout à fait normal, dit « Oh là là, les garçons, ça défile Tour-Montparnasse. » Les minets, ça défile Tour-Montparnasse. Bon, je dis pas grand-chose, puis je vois que le truc commence à tourner un peu. Et là, je dis, écoutez, je suis désolé parce que je dois peut-être pas être là au bon moment. C'est-à-dire, je suis quand même là 20h sur 24. Mais moi, des minets, j'en ai pas vu.
Ou alors, le Minet, c'est moi, mais est-ce que j'ai une tête de Minet, quoi? Brigitte Macron, par exemple, elle reçoit le coup de fil de quelqu'un qui lui dit « Je sais que votre mari est en ce moment avec un homme à tel endroit », ce qui est complètement faux. J'en ai parlé plein de fois, je crois, on s'en entretenu avec Brigitte, à part où elle était avec quelques amis, où elle dit « Vous vous rendez compte, ce qu'ils osent raconter, vraiment, rien ne sera épargné. On sait bien que rien ne sera épargné. Même ça, je suis à la fois choqué et triste d'entendre ça, mais on va passer outre. » La rumeur devient plus précise puisqu'elle prête à Emmanuel Macron une liaison avec Mathieu Gallet, qui est à l'époque le patron de Radio France. Et donc, il fait campagne dans ce contexte-là. C'est toujours compliqué quand la rumeur dépasse le seul petit cercle du monde politique et médiatique, et de savoir s'il faut y répondre et comment y répondre. Emmanuel Macron démente en privé dès qu'il le peut. Le journaliste Nicolas Prissette, qui le suit pendant cette campagne, le questionne sur cette rumeur. Je l'interroge et il me répond que c'est absolument faux, qu'ils se sont vus peut-être seulement 3 fois. Et d'ailleurs, il me dit je ne le tutoie même pas. Ce qui, pour Emmanuel Macron, a un sens important parce que le tutoiement est son mode de communication habituel. Donc en me disant je ne le tutoie même pas, ça voulait dire dans sa bouche que c'était absolument impossible que cette histoire ait un quelconque fondement. C'est une rumeur parisienne. Et puis ça devient une arme offensive. Quand d'autres la reprennent et en tirent des conclusions ou la répandent, etc. Dans le magazine Le Point, Nicolas Sarkozy fait une allusion à peine voilée à cette rumeur. Voilà ce qu'il dit d'Emmanuel Macron. Un peu homme et un peu femme. C'est la mode du moment. Androgyne. L'idée était à la fois d'abîmer son image et de dire aux Français, regardez ce couple qu'il incarne avec Brigitte Macron, c'est une supercherie. Et puis il y avait probablement derrière ça aussi une volonté un peu plus sombre de jouer sur ce qui peut rester peut-être chez certains électeurs, une forme d'homophobie sur laquelle on se serait appuyé aussi. C'est très difficile de savoir si c'est vraiment un problème. Et surtout, ce qui nous a pendant très longtemps retenu sur le fait de nous exprimer là-dessus, c'est pas tellement le fait que ça donne corps ou que ça crédibilise la rumeur, c'est que pour nous, c'était inconfortable vis-à-vis du couple. C'est-à-dire que des membres extérieurs du couple puissent s'exprimer là-dessus semblait quand même tout à fait étrange. Et d'autre part, ça nous semblait tellement vil qu'on n'avait même pas envie d'en parler. On n'avait même pas envie d'en parler, en fait. Lors d'un discours au théâtre Bobino à Paris, Emmanuel Macron décide d'y répondre seul. Il veut crever l'abcès. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais faire. Habilement, Emmanuel Macron use de l'humour et ne tombe pas dans le piège de laisser entendre qu'il puisse être honteux d'être considéré comme homosexuel. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le Dès lors, la rumeur s'éteint. Son origine formelle n'a pas pu être identifiée. Celle qui a caché un vrai secret, c'est Ségolène Royal. Pendant toute sa campagne présidentielle de 2007, elle a tenté de dissimuler par tous les moyens possibles ses problèmes de couple. Sur la rive gauche, boulevard Saint-Germain à Paris, une voiture quitte le QG de campagne de Ségolène Royal. Une voiture en forme de leurre pour faire croire qu'elle rentre à son domicile alors que la candidate dort de plus en plus souvent dans son propre QG. C'était sûrement un endroit où elle se sentait bien. D'ailleurs, elle avait voulu s'occuper elle-même du mobilier. Elle en a fait un peu sa tanière progressivement, elle se l'a appropriée. Voilà.
Bon, d'abord, elle l'aménageait à sa manière, puis après, elle avait mis un espace qui était réservé pour elle, où elle pouvait se reposer, voilà. Ségolène Royal est alors en pleine campagne pour l'élection présidentielle de 2007. À chaque meeting, elle est acclamée, presque adulée, alors qu'en coulisses, c'est une femme seule, au bord du divorce avec François Hollande. Depuis un an, son mari la trompe avec une journaliste de Paris Match, Valérie Trierweiler. Tout le monde l'ignore, même ses plus proches conseillers. Elle est séparée de François Hollande, et je ne le sais pas. Et Rebsamen non plus. Ce qui explique d'ailleurs certaines bizarreries de campagne, où François Hollande me disait « Tu dois dire à Ségolène », je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne le dis pas toi-même » Et j'ai mis très très longtemps avant de comprendre la situation. Elle était complètement discrète, elle ne disait rien. Je pense que dans la génération de Nicolas Sarkozy, qui est la même que celle de Ségolène Royal et François Hollande, il est inenvisageable, dans leur tête, d'être candidat ou candidate à l'élection présidentielle tout en étant célibataire. Ils se disent qu'ils sont obligés d'apparaître comme en béton armé, en téflon, insubmersible, parce qu'ils ont le sentiment que les Françaises et les Français ont envie d'élire quelqu'un qui soit insubmersible, inatteignable. Cette ambiance de secret alimente parfois de la paranoïa. Au 282 du boulevard Saint-Germain, le QG de Ségolène Royal, en pleine campagne pour la présidentielle, une drôle de scène se déroule. La responsable de la sécurité nous a dit il y a un micro directionnel en face à 20 mètres qui peut nous capter ce qu'on dit. C'était assez tôt au début de la campagne, ce qui fait qu'on a fait la campagne souvent les rideaux fermés. Tout est possible dans une campagne, il faut être un peu paranoïaque. Je veux dire, rien de ce qui se passe est anodin. Et en tous les cas, on doit partir du principe que rien n'est anodin. J'avais des relations dans la police nationale avec des responsables, donc j'essayais de récupérer des informations en disant est-ce que tu penses que c'est possible qu'ils soient venus mettre des micros, qui est-ce qui aurait pu mettre ça, comment ça aurait pu se faire, etc. Ce sont des cas un peu particuliers où il peut y avoir des officines ou même des organismes ou des puissances étrangères qui directement ou indirectement, et d'ailleurs généralement indirectement, suivent de près, veulent être informés, parfois influés. Donc on fait venir une entreprise qui a des systèmes, vous avez vu ça dans les films, et qui passe des poêles à frire sur les murs, dans les téléphones, dans les lampes, etc., pour voir s'il n'y avait pas de micro. Rien n'est en tout cas trouvé ce jour-là, et la tentative d'espionnage n'a jamais été prouvée. Reste que le climat de la campagne 2007 est extrêmement tendu au Parti socialiste. Malgré une désignation officielle, personne au parti ne croit en Ségolène Royal, et ses propres camarades multiplient les sales coups. Ils ne voulaient pas de Ségolène. Il y en a qui faisaient le procès en incompétence. Donc, pour prouver l'incompétence, ils étaient prêts à avancer des arguments qui n'étaient pas justes. Ce 8 novembre 2006, une vidéo postée anonymement va faire l'effet d'une petite bombe. On y voit un extrait où Ségolène Royal suggère de faire travailler davantage les professeurs. Donc comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient tendance à faire du soutien individualisé payant et ils n'ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit dans les établissements scolaires? Tollé général, la vidéo pirate provoque la polémique. Les profs sont en colère et l'équipe de Ségolène Royal est écœurée. C'était en réalité un montage. Je crois que c'était le sénateur Raoult de Angers qui avait sorti cette vidéo dans sa globalité. Puis après, il y a un petit bout qui a été retiré. Là, c'était une attaque politique, je veux dire, une vraie attaque politique interne. Pas une blague de mauvais goût, comme il y en a eu quelques-unes aussi. Dominique Strauss-Kahn avait employé ses équipes pour
diffuser cette vidéo, parce que vous savez comment ça se passe en politique, on se dit voilà, si on dégomme notre candidat ce coup-ci, on a plus de chances dans 5 ans d'être élu à notre tour. Sa réaction, c'est ils sont capables de tout. C'était cette réaction chaque fois qu'il y a eu des conduites absolument scandaleuses. C'était ils sont capables de tout. 5 ans plus tard, à l'élection suivante, en 2012, les coups bas sont encore de sortie. Merci. François Hollande va le constater. Avec son image un peu trop lisse, il va être la victime toute désignée de la stratégie des boules puantes. François Hollande bénéficiait de 2 choses, c'est-à-dire de l'appareil socialiste, déjà, et de ne pas traîner de casserole, ce qui était assez considérable dans le paysage politique à l'époque. Donc l'angle d'attaque était quand même assez étroite. Le 5 octobre 2011, l'Express sort un article en exclusivité sur François Hollande avec ce titre « Enquête policière sur sa compagne ». À la suite de l'article, une note se met à circuler dans les rédactions. Une note provenant apparemment des renseignements généraux. Il y a eu une note DRG, vous voyez encore vraiment les basses œuvres, quoi, qui laissait entendre que Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande, avait multiplié les liaisons dans la classe politique, etc. etc. Enfin, c'était vraiment... cette feuille a circulé dans toutes les rédactions, c'était vraiment assez abject déjà, sur un plan moral, et puis ça n'avait rien à faire avec la politique. François Hollande interprète immédiatement cette rumeur comme une manœuvre de Nicolas Sarkozy, le président sortant, pour le déstabiliser. Si c'était vrai, ça me choquerait profondément, puisque ça voudrait dire qu'il y aurait une dérive de plus dans le fonctionnement de la République. S'il y avait justement cette enquête, cette fiche, cette intrusion, ça mériterait des sanctions, bien sûr administratives, mais également des poursuites judiciaires. Sauf que cette note pourrait être un faux grossier. Elle aurait été fabriquée de toutes pièces. Il n'y a aucun numéro d'archivage apparent et la biographie de Valérie Trierweiler, mot pour mot, reprend celle de Wikipédia. Qui est derrière cette note? Est-ce la cellule riposte de Nicolas Sarkozy? Tous les candidats ont une cellule riposte, c'est-à-dire une cellule dans laquelle des membres de la campagne font de la veille sur ce qui est dit par les autres candidats. C'est pas énormément de monde, hein. C'est 5 à 10 personnes au QG de campagne, mais qui derrière eux peuvent mobiliser aussi des réseaux sur Internet parce qu'ils ont des soutiens, des militants qui peuvent intervenir sur les réseaux sociaux. Les 2 têtes pensantes de la cellule riposte du candidat Sarkozy, à l'époque Brice Hortefeux et Guillaume Pelletier, réfutent toute idée de manipulation. Et je n'ai jamais participé à ça. Et je n'ai aucun souvenir, aucun élément qui démontrerait que dans notre camp et dans nos équipes, on est cédé à ça. S'il y a une chose que Nicolas Sarkozy déteste par-dessus tout, c'est précisément les attaques personnelles, familiales ou autres. Donc, si ça avait été le cas, il l'aurait immédiatement arrêté. Donc ça, je suis convaincu que ça venait pas de son équipe. Vous savez, ce genre d'histoire, ça vient généralement de son propre camp. Ça vient pas généralement du camp adverse. Dans l'enfer d'une campagne, on connaît ses ennemis, mais on ne sait pas toujours d'où viennent les coups bas. Les attaques les plus violentes sont menées dans l'ombre. Mais pour ceux qui veulent conquérir l'Élysée, il y a aussi une bataille cruciale à gagner. Une bataille au grand jour, celle du débat de l'entre-deux-tours. Ce matin du 2 mai 2007, Nicolas Sarkozy va livrer le combat le plus important de sa carrière politique. Il sera en duel contre Ségolène Royal. Au premier tour, il est sorti en tête avec plus de 29,6% des voix. Et Ségolène Royal, 25,1% des voix. Les derniers sondages donnent Nicolas Sarkozy gagnant au second tour,
Mais son équipe de campagne n'est pas rassurée. Ce débat, cela peut se transformer en piège si Nicolas Sarkozy ne sait pas tenir ses nerfs, son point faible. Il pourrait perdre son image de présidentiable. Et face à une femme, il est encore moins rassuré. Nicolas Sarkozy était très gêné parce qu'il a un tempérament assez impétueux, il a tendance à l'affirmation forte. Il ne voulait pas avoir ce comportement à l'égard d'une femme, à tort ou à raison. Mais il pensait que ce serait retenu contre lui de se montrer trop vigoureux dans l'expression. L'hyper-président, comme on l'appelait à l'époque, là, il lui fallait garder son calme parce que il était sujet à des emportements quand ça ne lui plaisait pas. Le candidat Sarkozy est d'autant plus tendu que sa vie privée est en lambeaux. Cécilia Sarkozy vient de lui annoncer qu'elle le quittait. Les hommes politiques, ils ont des carapaces. Et le propre d'une carapace, c'est qu'il y a toujours une faille. Et Nicolas Sarkozy, tout ce qui est personnel et familial, il le ressent peut-être plus encore que la plupart des gens. Pour le mettre dans les meilleures conditions, les équipes de Nicolas Sarkozy ont recours à un petit stratagème qui ne va pas plaire à son adversaire. Ségolène arrive un peu avant Sarko, je crois. Et on constate, Rebsamen et moi, en visitant la salle pour vérifier comment ça allait, la position des lumières, des micros, etc., que la pièce est dramatiquement froide. Quand on rentre dans la salle, alors là, c'est quoi? C'est une glacière ici, c'est quoi? J'ai dit, non mais Nicolas Sarkozy, il veut pas qu'il fasse plus de vin. Puis je vois un gros tube d'air qui arrive sous le siège de Nicolas Sarkozy, et je dis, mais non, mais c'est simple, il n'y aura pas de débat. Le seul truc qui les fait bouger, c'est que je dis, il n'y aura pas de débat, on arrête. Et comment ça? Je dis, non, dans ces conditions, il n'y a pas de débat. Bonsoir à tous. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Finalement, la température du plateau se réchauffe, mais l'atmosphère entre les deux candidats va en revanche très vite se refroidir. Et ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui va s'énerver, mais étonnamment, sa rivale. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Je pense qu'elle fait une erreur. À ce moment-là, je pense qu'elle fait une erreur, mais bien sûr, je ne le dis pas, je le garde pour moi. Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil, pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Effectivement, Madame Royal s'énerve. Et là, pour le coup, je pense que c'est dans la recherche ou dans l'affirmation, la présentation au pays d'une posture présidentielle, le calme, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui compte. Il a utilisé cet énervement. Merci à tous pour votre fidélité. Le rendez-vous, eh bien, ce sera dimanche 20h. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est passé comme vous l'imaginiez? Oui. C'est-à-dire? Secret de fabrication. 10 ans plus tard, en 2017, c'est encore une candidate qui va vivre l'enfer lors du débat. Ce 3 mai, Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron, choisit très vite de multiplier les attaques. Je rends leur argent aux Français. C'est leur argent. Mais vous le prenez oubliez à qui, ça. Madame Le Pen? C'est leur argent. Vous le prenez ça à n'est qui? pas vous qui le créez, cet argent. Ça n'est pas le gouvernement qui? auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen, c'est leur argent. On leur rend. Une attitude qui va ruiner des mois de campagne. Ce que l'on ne sait pas à l'époque, c'est qu'elle est tombée dans un piège. Tout a été anticipé par les stratèges d'Emmanuel Macron quelques jours avant. Elle se dit qu'elle va l'emporter sur lui parce qu'elle est une habituée des débats, qu'elle est une boxeuse, et que lui n'est pas réputé, en tout cas n'apparaît pas comme un boxeur comme elle peut, elle, avec son expérience, etc., l'être. Donc elle se dit qu'elle va l'étaler. C'est logique de penser ça. Enfin, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense qu'elle pense.
À partir de là, il y a deux solutions. Soit on la laisse boxer comme ça, comme une dingue, et puis voilà, soit on fait passer le message, ou on laisse entendre que Macron va répliquer, etc., etc. Mais réfléchissons une seconde. Si on lui dit « plus tu tapes fort, plus tu lui fais du mal, plus tu vas le déstabiliser, jusqu'à même à ce qu'il jette les gants avant la fin du round », évidemment, elle se dit « là, je suis dans mon sport, donc je vais y aller à fond ». Mais on voit très bien que dans un débat présidentiel, y aller à fond, perdre son jeu de jambes, être juste dans la violence et la brutalité, c'est en fait ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on essaye de l'amener à aller au bout de sa personnalité, au bout de son style, parce qu'on est convaincu que ça n'est pas le bon style pour un débat présidentiel. Le plan de bataille est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre à exécution. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ce sera chose faite dans les coulisses de la matinale de Jean-Jacques Bourdin, la veille du débat. Emmanuel Macron va faire passer un message aux journalistes sous forme de off. On est en train de discuter avec des journalistes et donc il laisse entendre à ce moment-là qu'il pourrait quitter le plateau du débat si les choses ne se passent pas bien. Très vite, ce off est repris en plateau. En tout cas, Emmanuel Macron menace, s'il sert de punching ball à Marine Le Pen, il indique qu'il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. Le compte Twitter, fort de ses 2 millions d'abonnés, reprend la même petite phrase. Macron menace, s'il sert de punching ball à Marine Le Pen, il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. 1 heure plus tard, Marine Le Pen réagit directement depuis son compte Twitter. Si M. Macron ne se sent pas à l'aise, il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main. Je ne m'y opposerai pas. L'hameçon a parfaitement fonctionné. L'équipe de Marine Le Pen prend cette fuite au sérieux, au premier degré, et toute la stratégie de Marine Le Pen va être désaxée, et en fait, Marine Le Pen va tomber dans le piège. C'est que de la psychologie. On dit c'est un piège. C'est pas un piège. C'est de la psychologie. C'est tout. C'est de la guerre psychologique, si vous voulez. Mais c'est que de la psychologie. Vous avez Damien Philippot, notamment, qui est le frère de Florent Philippot, qui est alors vice-président du Rassemblement national, et qui aide la candidate, notamment en faisant des études d'opinion, fait une note à la candidate en disant « bah voilà, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut que tu sois extrêmement agressive. » L'objectif est de dégrader l'image de Macron, quitte à perdre en crédibilité. Il faut donc tout le temps, être dans l'offensive. De toute façon, sur la technicité, il a plus de technicité que toi. Donc là-dessus, tu seras battu. Là, les rapports de force font que finalement, on a peu de chances de gagner au second tour. Donc, perdu pour perdu, il faut que tu sois extrêmement agressif et que tu le matraques pendant ce débat. Comment répondre à une crise de nerfs de sa part? Ce qu'on espère. Parce que notre chance, c'est qu'il soit poussé dans ses retranchements, il prenne la mouche, il se lève et il parte. S'il part du plateau du débat, il montre qu'il n'est pas résistant, qu'il n'est pas capable finalement d'être chef de l'État, et du coup on peut complètement renverser l'histoire de la présidentielle. Ils étaient partisans d'une attaque dure, tout de suite de faire tomber le masque d'Emmanuel Macron. Ça fait partie des stratégies. À partir du moment où on consulte les gens, on accepte qu'ils vous disent des choses et on accepte d'en retenir un certain nombre, même si à la fin, on peut s'apercevoir que c'était peut-être pas la bonne stratégie. Bonsoir à tous, c'est le coup d'envoi de notre grande soirée consacrée au débat Macron-Le Pen sur BFM TV. Ça va, on n'est pas pris pour retard? Non, parfait. Marine Le Pen arrive sur le plateau fatiguée, mais prête à en découdre, sans savoir que ces 2h30 de débat vont se transformer pour elle en naufrage. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti. En régie, l'équipe d'Emmanuel Macron est satisfaite. C'est Sylvain Faure qui regarde en fait sur les écrans le débat qui est en train de se passer, et il explose de rire et il dit « On a réussi. On a réussi. On a fait changer de stratégie l'adversaire. »
On se dit que c'est gagné. Vite, elle fait exactement ce qu'on attendait. Exactement. Au-delà de nos espérances. Marine Le Pen se serait enfermée tout un week-end pour écouter et lire toutes les critiques sur ce débat raté. Et 5 ans plus tard, elle se présente à nouveau. Parmi les candidats probables en 2022, 7 ont déjà traversé l'enfer d'une campagne. Ces récidivistes ont beau avoir subi les coups bas, les trahisons. Leur envie de conquérir l'Élysée reste plus forte.